Ça sort maintenant pour les gens, mais pour nous, ça fait très longtemps. MeToo, c'est un mouvement qui est quand même en place depuis des années. Enfin, je veux dire, c'est bon, l'alerte est lancée, quoi, en fait. La difficulté, c'est de prouver beaucoup plus que les autres que t'es drôle, parce que tes sujets sont difficiles à avancer. Et pour moi, je suis vraiment dans l'idée qu'il y a de la place pour tout le monde dans l'art, ça c'est certain. Je vous soutiens. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pan Youssef Show. Et aujourd'hui, je suis avec Lou et Clémentine et on va parler humour. Déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter? Tu commences, Clémentine? Ouais, salut, je m'appelle Clémentine Autobruck dans la vie, Clexomile sur scène. Je fais du stand-up depuis 2 ans maintenant et j'ai cofondé avec mon amie Lucie Prado l'Angoisse Comedy Club où on fait des blagues sur la santé mentale. Salut, moi c'est Lou Trottignon. Du coup, je suis humoriste depuis 3 ans. Je suis une personne trans. Je me genre au masculin du coup. Et j'ai un spectacle à la Nouvelle Scène dans lequel je parle de ma transition, de mon histoire de transition, quoi. Voilà. Déjà, pour mettre un peu le contexte, qu'est-ce qui vous a amené à être dans le milieu de l'humour? Comment ça a commencé pour vous? Moi, ça a commencé à un atelier d'écriture que Lou organisait. En fait, j'aimais déjà le stand-up depuis longtemps, mais jamais j'avais imaginé, moi, le faire, en fait. Et quand j'ai vu atelier d'écriture, je me suis dit, ok, cool, il faut juste écrire. Il faut pas monter sur scène. Et au final, on en est là. À la fin de l'atelier d'écriture, on nous a proposé de jouer. Et je me suis dit, si je le fais pas, je vais regretter. Et je l'ai fait. Et j'ai pas regretté. Ouais, c'était la surprise. J'avais fait exprès de mettre... parce que j'ai créé des ateliers d'écriture pour les personnes queer, justement, qui veulent se lancer, parce qu'on n'était pas assez, quoi. Et du coup, c'était la surprise de pas dire qu'on montait sur scène, parce que sinon, les gens venaient pas. Donc, on proposait à la fin, quoi. Enfin, je proposais à la fin. Et moi, comment je me suis lancée dans l'humour, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, mais pareil, je pensais pas que c'était accessible, puisque je voyais pas trop de personnes comme moi, genre sur les Montreux, les trucs. Et en fait, un jour, j'ai vu une télé-réalité où le mec faisait du stand-up et il était nul. Et je me suis dit, ah, on peut être nul. Enfin, genre, il y a un début à tout, quoi. Et du coup, je me suis lancée en faisant des cours au début et puis en commençant des scènes après. Et du coup, t'es moins nulle? J'espère que je vais moins nulle, sinon il y a beaucoup de personnes qui viennent à mon spectacle. Enfin, c'est inquiétant pour tous ces gens qui viennent. Non, maintenant ça va mieux. Je confirme que ça va carrément mieux. J'ai pas vu les tout débuts, mais c'est très bien. Merci. Ok. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles ont été les difficultés? On va recommencer par toi, Lou. Les difficultés que tu as eues dans ton parcours de justement ton tout début à aujourd'hui. Alors moi j'ai eu de la chance parce que j'ai eu peu de difficultés en termes de remplissage de salles ou de me faire connaître. Parce que je n'avais pas prévu, mais j'ai fait mon coming out trans en même temps que j'étais sur scène. Et en fait, comme personne n'en parlait encore dans le stand-up en France, du coup, en étant concerné, du coup, ça a assez vite marché, quoi. Il y avait un public qui était présent, qui était là. Par contre, les difficultés que je peux rencontrer, c'est plutôt du sexisme, de la transphobie, un peu tous les jours, tout le temps. Que ce soit dans les blagues que les autres humoristes font ou ce qu'on me renvoie. Et après, c'est plutôt les a priori des gens, ce que disent les gens qui peuvent être difficiles, qui peuvent mettre ta confiance en toi vraiment en basse, quoi. Parce que c'est « Ah, mais tu fonctionnes parce que t'es trans ou « Il y aura personne dans tes salles, c'est trop de niche. » Mais encore aujourd'hui, hein, moi, mes salles sont remplies. Et il y a des comédie clubs qui me disent « Non, mais on va pas te prendre parce que ça parlera pas, machin. » Donc la difficulté, c'est de prouver beaucoup plus que les autres que t'es drôle parce que tes sujets... sont difficiles à avancer. Donc il faut que tu sois genre 10 fois plus drôle, quoi. On en reparlera. Ouais, on en reparlera. Secrètement dans notre cave secrète féministe. Ouais, Absolument. Toi, Clémentine, c'était quoi? Qu'est-ce qui est difficile encore peut-être aujourd'hui? Je pense que mes obstacles principaux, franchement, ils sont psychologiques, mais beaucoup intériorisés à cause de remarques que je peux entendre à l'extérieur. C'est pour ça que j'ai créé cet espace où en fait c'était ok de faire de l'anxiété sur scène et genre clairement vous avez le droit de faire des crises d'angoisse et d'être drôle. Le critère c'est d'être drôle d'abord, donc franchement pourquoi pas. Ouais, c'est beaucoup de... Ouais, c'est dépasser le sentiment de pas être assez légitime ou avoir confiance dans mon propos et oser assumer ce que je pense sur scène. Ça peut être... ça a pris un certain temps avant de l'assumer pleinement.
Et ouais, clairement, il y a un environnement qui des fois est assez violent autour, quoi. Moi, clairement, typiquement, par exemple, quand je fais des blagues sur ma sexualité, je vais avoir... j'ai déjà vécu des agressions sexuelles à l'extérieur. J'ai déjà eu des gars qui montent sur scène après qui disent clairement que je les ai excités sur scène. Enfin, il y a des trucs assez violents comme ça qui peuvent se produire, des commentaires sur le physique, des choses comme ça où quand tu pars avec un déficit d'estime de toi assez palpable, n'aide pas, voilà, clairement. Voilà. Après, on apprend à naviguer avec et à en faire des blagues aussi, donc... Mais du coup, ouais, justement, c'était une de mes questions, c'est quoi tes ressources parce que c'est des choses que du coup qui font partie de ton quotidien, en fait, finalement, de ce que tu dis. C'est quoi tes ressources pour rebondir dans les moments où c'est les plus down et où c'est le plus compliqué? Comment tu fais? Bah déjà, il y a grave de taf sur poncer la théorie de l'humour. En vrai, il y a un truc du coup, pour m'en servir, pour en faire des blagues, en fait. Donc il y a un truc autour de ça. Après, il y a des réseaux de soutien. Enfin, genre, j'ai mes potes, évidemment. Beaucoup, il y a quand même beaucoup d'entraide entre les personnes queer dans le stand-up qui m'aident beaucoup. Le fait d'en parler, en sortant de scène, quand il y a ce genre de situation, ça aide. Je le dis directement sur mes réseaux et je reçois toujours du soutien par rapport à ça. Après, big up à ma psy, vraiment, clairement. Je vais aussi beaucoup dans des groupes de parole par rapport à la santé mentale et ça, c'est une aide vraiment forte au quotidien. Voilà. Trop bien. Toi, Lou? Moi, j'ai réagi dans l'action très très vite parce que c'est comme ça que je fonctionne. Et du coup, moi, ma première scène, j'ai voulu arrêter le stand-up parce que très vite, j'ai eu des remarques sexistes. À l'époque, j'ai commencé le stand-up, je pensais que j'étais une meuf hétéro, donc je vivais directement du sexisme. Oui, c'est un autre truc, j'ai dû réécrire toutes mes blagues, enfin, c'était vrai. Mais du coup, tout de suite, parce que moi, j'étais invitée uniquement parce qu'il y avait un girls plateau. Et j'étais pas invitée sur les autres plateaux, il y a que des mecs qui s'appellent plateau, pas plateau de mecs. Enfin, et nous, quand on fait des plateaux, c'était des plateaux de meufs et j'ai pas du tout aimé. Puis je me suis rendu compte que j'étais queer, puis trans, enfin tout ça quoi. Et du coup, très vite, moi, l'un des premiers trucs que j'ai fait, c'est créer un plateau très tôt à la mutinerie, là où on s'est rencontrés, en faisant des ateliers d'écriture. J'avais pas le niveau de gérer une soirée comme ça. J'ai été aidée par Tani, qui est une humoriste aussi, afroféministe. Et du coup, on a monté ça parce que l'une des solutions, c'est de créer des safe places pour non seulement faire une soirée où on se sent bien, on n'a pas besoin d'expliquer les termes, par exemple, en faisant des blagues pendant 1000 ans, et aussi pour montrer des artistes qui n'ont pas leur place ailleurs. Et en fait, plus il y a d'artistes queer, plus on se nourrit les uns les autres, quoi. Parce que moi, j'ai commencé, on m'a dit c'est hyper compétitif, j'en étais même à espérer qu'il n'y ait pas d'autres personnes trans dans le stand-up, parce que j'avais ça en tête, tu vois, il n'y a qu'une seule place. Et en fait, c'est faux, on le voit maintenant, il y a une nouvelle vague de stand-up queer et féministe qui se lance, on remplit tout, quoi, genre, vraiment, il y a une demande énorme, et c'est parce qu'on monte ensemble. Plus il y a de propos queer et féministes, et plus nos propos queer et féministes vont fonctionner. Donc il y a créé des safe places, et ouais, on a beaucoup de solidarité dans le milieu queer et les gens qui font de l'humour et qui sont queer. Ça, il y a une énorme solidarité qui n'existait pas avant dans le stand-up, en fait. Ça, c'est tout nouveau. C'est ouf. Mais d'ailleurs, ça me questionne sur... Aujourd'hui, du coup, la plupart de votre audience, ce sont des personnes qui sont de la communauté queer? À Angoisse Comedy Club, on se produit dans des bars queer. Donc on a l'audience de ces bars déjà qui vient, donc on a pas mal de public queer. Aussi, la personne avec qui j'ai monté le plateau fait du drag king et on a aussi du public drag qui vient. Après, c'est pas en non-mixité queer, mais je dirais que ouais, quand même principalement, du fait des thèmes qu'on aborde et tout, ça attire principalement un public queer, je pense. Moi, ça commence à changer. Au début, c'était beaucoup les personnes queer, qui ont un public hyper fidèle en plus, qui revient et tout, enfin, c'est trop bien. Mais j'ai fait une chronique à France Inter, et qui a buzzé et qui m'a fait passer dans le mainstream. Et depuis, c'est beaucoup plus mixte. C'est beaucoup des gens pas concernés, mais qui veulent se renseigner, des parents de personnes trans, voilà, tout ça. Donc ça s'élargit de plus en plus. Ouais. Et est-ce que c'est un objectif, justement, que ça s'élargisse ou pas forcément? Pour la moula. Non, mais c'est vrai, en vrai, c'est bête, mais... non, pas que pour ça, enfin, parce que moi, je fais de l'humour à la base... pour désamorcer des idées, désamorcer les tabous, et en fait les queers ils savent déjà tout ça.
Donc le but, c'est d'arriver à rentrer de plus en plus dans le mainstream pour changer les idées via l'humour. Mais il y a aussi la question en vrai du pouvoir d'achat des gens. Et pour faire connaître nos idées, il faut que nos spectacles remplissent, il faut que les gens achètent des places. Et voilà, c'est la grande question aussi financière pour le public queer, quoi. Je me suis un peu embrouillée, mais... Non, mais c'est un... Ouais, il y a ça aussi dans ma tête. Non, mais c'est très clair ce que tu dis, mais je posais la question parce que, effectivement, vous faites des spectacles et vous parlez finalement des choses que vous vivez, etc., à des personnes qui vivent potentiellement les mêmes choses que vous. Et donc, du coup, ça peut être peut-être une volonté aussi, à un moment donné, de se dire, en fait, on fait les choses pour nous, entre nous, entre guillemets. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Oui, tout à fait. Ouais. Mais du coup, est-ce que c'est une volonté de rester dans son... Si tu avais déjà tout l'argent du monde, est-ce que ce serait une volonté de garder ton public tel quel et pas forcément de t'ouvrir ou Attends, je suis dans ma tête, j'ai tout l'argent du monde là. C'est un peu busy là, c'est un peu... en vrai, non, je pense pas. Je pense pas parce que moi, ce qui me plaît même en technique d'écriture, c'est de trouver des blagues qui peuvent lier deux groupes de personnes qui sont pas forcément liés. Moi, c'est vraiment ça qui me fait kiffer. Et probablement pour un deuxième spectacle, peut-être j'y penserai moins, mais ce spectacle-là, il a une visée didactique, de désamorçage et de vulgarisation. Ok. Ouais. Et toi, Clémentine? Perso, j'évoque mon vécu queer, mais c'est pas forcément les sujets dans lesquels que j'approfondis le plus, donc j'ai pas vocation à parler qu'à des personnes queer. Et j'ai surtout ce truc de, comme j'avance surtout sur le créneau d'essayer de déstigmatiser la question de la santé mentale, il y a un truc de j'ai pas envie de nourrir l'idée que les hommes, c'est une question qui est éloignée d'eux en fait, les hommes cis hétéros. Après, bon, ils s'engagent pas sur le sujet, je suis pas responsable de ça, mais il y a un petit peu aussi envie de dire que c'est pas que aux personnes minorisées de porter le poids de cette réflexion là, et du coup j'aimerais toucher un public plus large, mais je pense que ça se fait progressivement. Aujourd'hui, est-ce que du coup votre humour il dérange, les sujets que vous abordez ils dérangent? Not my problem. Moi je dirais que des fois ça choque, mais après c'est parce que je suis vulgaire, franchement, je suis assez trash souvent dans les mots que je choisis. Après, on m'a jamais fait sentir que j'avais pas le droit de le dire. Enfin, on m'a fait la réflexion de me dire que, pour une meuf, je suis pas une meuf, mais c'est comme ça que je suis perçue. Pour une meuf, mes propos étaient osés, on me l'a déjà dit, que c'était très intime. J'ai souvent ces réflexions-là de, quand même, ça va un peu loin quand même, on me l'a beaucoup dit, ça. Après... Voilà, ça provoque quelque chose, je sais pas si ça te dérange en tout cas. Pour le coup, toi, t'as vraiment... moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu vas vers l'humour noir de ouf, quoi. Donc, du coup, si ça dérange, c'est bon signe aussi, tu vois. Moi, mon humour, ma manière de faire l'humour ne dérange pas, parce que je suis très sympathique, j'ai un capital sympathie, je fais de l'humour... ça dérange pas, Mais par contre, mes sujets... c'est pas j'arrive pas à savoir, c'est une question que je me pose en ce moment. Des fois je fais des scènes devant des gens pas du tout concernés, pas du tout mon public, la line-up c'est que des mecs, moi j'arrive, on me dit la prochaine, je suis là bon super, tu vois. Et du coup dans ces cas-là, soit les gens ils s'en foutent, ils sont là, on s'en fout, c'est quoi la transidentité, on veut pas savoir. Des fois ils sont dérangés, il y a pas longtemps j'ai eu 2 meufs genre des Catherine là, pardon, personne ne s'appelle Catherine dans cette scène, ok, et tu sais genre petit foulard, genre bourge un peu, tu vois, et elles étaient devant et elles tournaient la tête pendant que je parlais, c'était là je peux pas, et ça c'est des trucs que je dois gérer et j'arrive pas à savoir, je pense que ça dérange mais c'est bizarre quoi, parce que moi j'arrive, je désamorce et du coup même si en désamorçant elles sont comme ça, je sais pas, du coup je pense qu'il y a un côté qui dérange, mais c'est plutôt ce que je reçois le plus, c'est on s'en fout. Pourquoi t'en parles, on s'en fout, c'est 0,3% de la population, les trans, tu vois. Je pense pour plein d'oppressions, il y a un peu de trucs contradictoires, genre on s'en fout, mais ça nous dérange aussi, quoi. Enfin, c'est comme sur l'homosexualité, tu vois, genre oh mais pourquoi tu parles de ta sexualité, moi tu fais ce que tu veux, je veux pas savoir. Ouais, ceci dit, ça m'est arrivé d'être dans l'ordre d'une programmation, de passer après une autre personne queer comme moi qui pouvait avoir des blagues typiquement misandres ou quoi. Et qu'on ait des retours après de un peu lever de yeux en mode quand même j'ai l'impression qu'il faut qu'on réfléchisse à j'ai l'impression que c'est par petites touches on nous tolère à certains endroits, mais si pas trop non plus, dose quoi. Il y a le côté un peu non mais faites des... il y a vraiment un homme une fois qui est venu me dire après un set de
peut-être évoquer des sujets qui leur parlent. Et j'ai dit, ah, mais en fait, c'est super pour vous que ça vous parle pas, en fait, les agressions que j'ai vécues. Je suis ravie pour vous que vous ayez pas eu à les vivre, mais j'ai le droit d'occuper cet espace pour le raconter. Ouais, c'est vraiment ça. Enfin, pardon. Oui, non, vas-y. Enfin, dans l'humour, on nous dit vachement, ce qu'on nous répète le plus, c'est faut que ce soit universel, faut que ce soit universel. Et sans se rendre compte que derrière la définition de l'universel, c'est le mec cis hétéro blanc qui a un pouvoir d'achat. Parce que c'est eux qui vont à Montreux, parce que voilà. Et en fait, déjà, ils se rendent pas compte que dans notre manière de faire l'humour, on fait le travail de rejoindre l'universel. Moi, je parle de transidentité, mais en fait, ce dont je parle vraiment, c'est comment être soi-même pour de vrai. Et ça touche tout le monde, tu vois. Mais ça, ils le voient pas. Et alors qu'à la base, le stand-up, c'est communautaire. Ça a été créé par des personnes noires, des personnes juives qui n'avaient pas accès au théâtre parce qu'il y avait la ségrégation et qui du coup ont créé le stand-up en juste genre dans des bars, en se levant et en parlant de leur vie, en faisant des blagues, tu vois. Donc à la base, c'est communautaire et ça s'est perdu de ouf. Et on nous tanne avec, il faut que ce soit universel, il faut que ce soit universel. Et par exemple, Montreux, moi, j'ai pas été pris parce que le mec qui gère Montreux a dit mais moi ça me concerne pas, ça m'intéresse pas quoi. Et à côté, moi mes salles, 120 personnes remplies un mois à l'avance. Et c'est pas que pour me la péter, c'est vraiment pour dire il y a un spectacle sur la transidentité qui est rempli un mois à l'avance et j'ai fait 1 million de vues et ça ne suffit pas pour rentrer dans certains comédie clubs. Et ça, moi ça me rend ouf, c'est très fatigant d'expliquer les choses, mais c'est aussi hyper stimulant. Déjà parce qu'on est plusieurs. Enfin, nous, le gros crew qu'on est, c'est Noam Cinso, Tani, Maodrama et moi. Et à côté, il y a plein de gens qui s'ajoutent, mais nous, on se connaît bien, quoi. Et du coup, c'est hyper stimulant de voir qu'on monte ensemble, de voir qu'on arrive à casser les trucs et que ça marche, quoi. Est-ce que, en dehors de votre, entre guillemets, votre petit microcosme que vous êtes fait pour, aussi pour vous soutenir, vous avez des contacts avec d'autres humoristes qui ont, entre guillemets, qui ont percé et qui sont plus mainstream et qui passent plus... un peu partout, est-ce que vous avez arrivé à avoir des contacts et avoir un peu cette entraide avec des personnes qui ont pas les difficultés que vous avez parce qu'ils n'abordent pas les mêmes sujets? Ou c'est compliqué? Encore une fois, j'ai eu de la chance, j'ai été mis en avant assez vite par des personnes connues, mais qui parlent des mêmes sujets. Enfin, Shirley Soignon, ça a été la première personne à me mettre en avant dans son comédie club qui n'existe plus maintenant. Ça, c'était trop bien, quoi. On avait un comédie club de ouf pour jouer. J'ai fait toutes mes armes là-bas, quoi. Donc déjà, il y a eu Shirley. Bon, il y a eu Tani aussi, hein, qui m'a vraiment aidée au début, encouragée. Et puis après, Mao. Mais la personne qui m'aide le plus et dont j'étais le plus étonnée, c'est Kian Kojandi. Ah ouais? Ouais. En fait, on s'est rencontrés parce que ma productrice travaille avec lui aussi. Et il a beaucoup aimé ce que j'ai fait, il m'a proposé plein de trucs après. Et en fait, Kian, ce qu'il reconnaît le plus, c'est la capacité de travail. Ouais. Donc en fait, c'est pas les sujets ou quoi. Enfin, non seulement il trouve ça intéressant, les sujets. Par ailleurs, lui, il est racisé, c'est un mec qui parle d'émotions beaucoup. Enfin, il y a plein de trucs aussi qui font que les mecs cis font pas souvent, quoi. Et du coup, c'était cool d'être mis en avant pour mon travail. Et ça a vraiment changé un truc. C'est chiant. Mais d'être mis en avant par un mec cis hétéro, j'étais beaucoup plus validée aux yeux des autres que quand j'étais mis en avant par Shirley Soignon, qui est aussi queer et racisée. C'est triste, mais ça m'a vraiment aidée, quoi. C'est politique, du coup, pour vous, l'humour? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui ne l'est pas? La voix de l'outre-tombe. Qu'est-ce qui n'est pas politique? C'est vrai, en vrai, c'est une vraie question. Je ne sais pas qu'est-ce qui n'est pas politique aujourd'hui. En quoi c'est politique, du coup? D'occuper l'espace public, d'assumer sa parole et ses convictions, ses valeurs sur scène. Je pense que ça me fait souvent rire. Il y a un podcast que j'aime trop qui commence par... Il y a un extrait audio qui dit « Dire je pour une femme, c'est politique ». Dire je pour une femme, c'est politique. Et il y a un peu ce truc de, en fait, juste parler de soi en tant que personne minorisée. Ça participe à nous mettre en avant et à... Ouais, c'est politique. C'est politique en fait, les gars, là. C'est juste politique. C'est tout. Laissez-moi. Ouais, je pense que c'est carrément politisé. Encore une fois, c'est né dans une histoire politique, dans une histoire les oppressions. Le stand-up en soi est politique dans son histoire. Aussi, du coup, comme tu dis, genre le fait de prendre un micro, tout d'un coup, personne peut te couper la parole. Enfin bon, il y en a qui essayent quand même, mais c'est toi qui as le pouvoir de la parole. Et puis, dans les sujets, le stand-up, on parle de nous, mais on parle des sujets d'actualité. C'est pas pour rien que ça fonctionne en ce moment, ce que je fais sur la transidentité. C'est parce que c'est un sujet qui est de plus en plus médiatisé.
Et c'est pour ça, moi, ça m'énerve beaucoup quand il y en a qui disent que le stand-up est apolitique. Parce que, encore une fois, c'est ce truc de l'universel, de la norme. Quand un mec cis-hétéro blanc va parler de son pénis parce que c'est drôle, apparemment. Enfin, voilà, ça peut être drôle, mais leur manière dont ils en parlent, et qui sont 8 ans à en parler, et qui sont là, moi, je fais pas du stand-up politique. En fait, si, c'est politique. Tu décides de monter sur scène et de reproduire le patriarcat avec tes blagues, tu participes à la politique. Je sais que j'ai une anecdote. Oh, le retour. J'ai une anecdote sur ça, c'est ma deuxième scène. En plus, juste après avoir joué à la Multop, donc vraiment mais si tu m'avais envoyé le message, un grand écart et tout. Alors, je faisais des blagues, là, pour le coup, c'était vraiment sur l'actu politique autour des élections et tout. Et en sortie de scène, la personne qui a organisé l'événement m'a convoquée sur le trottoir et m'a gentiment dit qu'il fallait pas que je parle de politique dès le début, ça allait mettre des bâtons dans les roues. Alors que juste avant moi, il y a un gars qui venait de faire tout un set sur le harcèlement sexiste dans la rue. En vrai, c'est ok. Parce que on te donne des compliments, quoi. Ah oui. Et donc, moi, on m'a fait une leçon de morale parce que c'était politique, alors que son sujet, il était tout autant. C'est juste qu'on avait des points de vue opposés, en fait. Vous représentez certainement des choses différentes. Voilà, c'est ça. Mais en fait, il y a beaucoup de choses dans l'exercice même du stand-up qui est souvent de défendre des points de vue. Donc, Ce qui est ouf, en t'entendant, je me dis... En fait, on est considéré comme politique engagé parce que nous, à chaque fois, c'est humoriste engagé. C'est même pas notre style d'humour, c'est humoriste engagé. Tu vois. Et on est engagé à partir du moment où notre point de vue n'est pas le point de vue de la norme. Tu vois, c'est vraiment ça, quoi. C'est trop énervant. Quand on prend du recul sur tout ça, est-ce que ça veut dire que, en réalité, là, pour percer, est-ce que les hommes blancs, cis, hétéros, ont le monopole du rire, de l'humour, ou de la scène, en tout cas, française? Je sais pas, parce que, comme on disait qu'il y a aussi beaucoup de demandes par rapport au type d'humour qu'on peut proposer. Enfin, je dis, là, déjà, je l'uniformise, alors qu'en vrai, toutes les personnes queer font pas du tout le même genre d'humour. Mais du coup, il peut y avoir aussi une certaine lassitude de voir le même type de propos, le même type de récit être mis en avant. Donc, je dirais qu'il y a aussi de la place et qu'elle se crée petit à petit. Donc, est-ce qu'il y a... ce monopole, je pense, il peut être déconstruit, quoi, clairement. Après, si on part du principe que l'argent c'est le nerf de la guerre, ou est-ce que là, je pense qu'il y a un monopole à un certain endroit en termes de... comme dans le reste de la société, quoi. Il y a un certain plafond de verre, donc plus tu vas là où il y a des thunes, plus tu vas dans les lieux qui sont considérés comme légitimes pour faire du stand-up, plus tu vas trouver une majorité de mecs blancs cis-het, certainement. Oui, si on regarde ça concrètement, il y a encore des inégalités qui sont fortes comme dans le reste de la société, ça c'est clair. Ouais, ça dépend les sphères. J'ai l'impression que le monde du stand-up est vachement bousculé en ce moment pour plein de raisons. Mais aussi parce qu'avant, donc déjà le stand-up est assez récent en France par rapport aux États-Unis. Mais vraiment très récent, on se rend pas compte. Là, c'est le boom, on est en plein dedans. Ça fait longtemps qu'ailleurs, le boom est passé. Et du coup, pardon, je me perds un peu, je pense à d'autres trucs en même temps. Bref, tout va bien. Pas du tout de problème de l'attention. Et en fait, il y a plein de trucs qui changent, ne serait-ce que parce qu'il y a les réseaux sociaux qui sont dans comment se faire connaître. Il faut faire les réseaux sociaux, c'est plus juste la scène, c'est plus juste la télé. Du coup, les réseaux sociaux sont hyper utilisés par la génération Z. Putain, je suis un boomer. La génération Z. Non, mais tu vois, par des jeunes où les questions queer sont beaucoup plus acceptées. Du coup, ça fait que nous, on est plus connus. Genre, on a des salles qui remplissent plus que plein d'autres spectacles à notre niveau. Donc dans ce sens-là, ça marche. Dans ce sens-là, le monopole n'existe pas. Mais par exemple, Montreux, où les trucs qui mettent en avant les grandes productions, là, oui, ou les grands comédie clubs, il y a énormément de mecs cis hétéros blancs. Donc là, il y a un monopole, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui change. Et en effet, il y a une lassitude, je pense. Il y a plein de gens qui me disent « Mais moi, je regarde plus Montreux, c'est tout le temps la même chose. » Alors qu'en vrai, moi, Montreux, je regardais tout le temps aussi. Maintenant, j'en ai marre. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui change. Mais qu'il y a plusieurs sphères, quoi. Il y a encore la sphère des grandes productions, de montrer comment on se faisait connaître avant, et il y a une sphère qui arrive où en fait on est là, on va faire les choses par nous-mêmes, on va pas vous attendre. Jusqu'où ça va aller, je sais pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a ça qui arrive. Moi, on commence à m'appeler pour aller jouer dans des comédie clubs mainstream. Donc je suis là, ok. Genre ça y est, ça commence à... On y arrive, le shift se fait. Ouais. Ok. Ça serait une volonté pour toi et pour toi aussi, Clémentine. Bon, toi, t'es pas encore à ce stade-là pour toutes les raisons que t'évoquais, mais si t'y arrives, de continuer à faire cette passe-là pour d'autres.
De continuer à faire la passe pour que tu vois d'autres, enfin tu vois, supposons que tu arrives un moment à Montreux et plein d'autres comédie clubs qui sont totalement mainstream et en fait c'est plus un sujet, enfin tu vois ta transidentité n'est plus le sujet. Est-ce que tu aimerais qu'il y en ait, est-ce que tu penses que tu seras en position de faire la passe pour que d'autres artistes arrivent à ton stade? Ouais, de ouf, moi c'est vraiment pour ça. Je te dis, au début j'avais peur, mais c'était trop bête quoi. Je me suis posé la question de mais pourquoi j'ai peur que d'autres personnes queer ou trans montent sur scène, enfin ça sert. Enfin, j'étais trop bête, hein. Franchement, j'en parle hyper honnêtement, et c'est pour ça que j'ai créé les ateliers d'écriture. Je suis là, mais ça sert à rien d'avoir peur. Rencontrons les gens qui veulent se lancer et on va s'entraider. Mais c'était vraiment un truc à déconstruire, quoi. Et du coup, moi, c'est mon but, notamment parce que je m'interdis beaucoup de choses dans mon stand-up, parce que je suis la première personne trans qui parle de transidentité. Donc en fait, il faut que je prenne des pincettes, il faut que je prenne les gens par la main. Et j'aime bien faire ça, mais c'est juste... Ça peut être fatigant, j'ai peur de dire des bêtises parce qu'il n'y a que ma parole qui est mise en avant. Il y a plein d'autres vécus trans, donc en fait, moi je représente rien du tout. Enfin, juste moi en fait. Et du coup, j'ai hâte qu'il y ait d'autres personnes trans. Il y en a plein qui se lancent. Enfin, nous, on s'aide, on se rencontre. Du coup, ouais, mon but c'est vraiment que ça élargisse. Et je crois que ça fonctionne. Et franchement, même à mon petit niveau, là, je le sens en fait, qu'il y a une demande, où on commence à me demander des conseils pour commencer. Et pareil, du coup, je vais commencer à faire des ateliers d'écriture autour du sujet santé mentale pour le coup. Trop bien. Merci. Et ça fait du bien même aussi, pour moi ça aide de me dire ah d'accord, donc en fait il y a des gens moins expérimentés que moi qui voient déjà l'expérience que j'ai, ça aide à garder le sentiment de légitimité aussi de transmettre les uns les unes aux autres. Et pour moi je suis vraiment dans l'idée qu'il y a de la place pour tout le monde dans l'art, ça c'est certain. S'il y a bien un endroit où c'est important d'avoir la singularité, d'avoir la diversité et tout, c'est bien dans l'artistique, vu qu'on exprime vraiment l'intime, quoi. Ouais, clairement. Donc ouais, on continuera, ça c'est cool. Très bien, je vous soutiens. Ce serait trop bizarre, je vous soutiens pas du tout. En fait, je sais pas qu'est-ce qu'on fait. Bon, là on rigole, on va parler d'un sujet un peu moins drôle pour le coup. Tout à l'heure tu disais qu'il y a pas mal de choses qui bougent, etc. Plein de raisons, et des raisons moins cool. Au moment où on est en train de se parler, on a le MeToo Stand-up qui fait un fort écho. Qu'est-ce que ça vous évoque? Enfin, c'est quoi? Qu'est-ce que vous ressentez vous par rapport à tout ça? Qu'est-ce que ça vous évoque? 1000 bravo et soutien total à Florence Mendes déjà. Parce que c'est dur de porter le poids de se mettre dans la position de lanceuse d'alerte, quoi. Ça c'est déjà, voilà. Moi je trouve ça très frustrant. Enfin, soutien à Florence Mendes évidemment, avec qui on parle beaucoup là-dessus. C'est pas du tout c'est juste très frustrant parce qu'en fait ça sort maintenant pour les gens, mais pour nous ça fait très longtemps. Moi je connais tous les noms des gens qui sont potentiellement dangereux, on les sait, on les connaît, et en fait on peut, dans le stand-up, les gens qui agressent et tout, on connaît les histoires, on connaît tout, mais on peut rien dire parce que ça peut niquer notre carrière, parce que on peut y avoir diffamation, et on les sait, on sait tous ces gens, on essaie de se protéger entre nous, mais pour nous ce qui est montré là c'est vraiment la pointe de l'iceberg, quoi. Et du coup c'est très frustrant parce que moi j'avais beaucoup d'espoir quand c'est sorti. Pareil, pas du tout étonnée par ce nom qui sort, hein. Enfin, j'avais beaucoup d'espoir et en fait ça change pas grand chose. Les mecs où je sais que c'est des agresseurs, je suis en loge avec eux, hein. Enfin, et en fait tu peux rien dire et ils en rigolent, ils ont pas peur, la peur n'est pas là. Même Sam Melia n'a pas peur, enfin, il fait des stories ou peut-être il se cache, j'en sais rien, mais... Et il y a potentiellement un article qui va sortir avec d'autres témoignages, mais en fait c'est compliqué parce qu'il y a la diffamation, il y a les gens qui sont dénoncés sont riches, ont des avocats extrêmement forts, et nous on n'a pas ces moyens financiers. Donc je sais pas, en même temps je me dis ok, c'est une petite étape qui avance, le fait que les gens en dehors du stand-up, les assos féministes et tout commencent à être au courant, c'est bon signe, mais... je suis un peu déçue que les mecs, quand je vois en loge et tout, n'ont pas peur, quoi. La peur est toujours de notre côté à nous. Et mais même, tu vois, les personnes qui sont chargées des productions, des choses comme ça, enfin, les personnes qui ont plus, ils en font partie. Les gens, c'est ça le problème. Après, on a essayé de se réunir. Moi, j'ai de la chance, je travaille avec une productrice qui s'appelle Valentine Mabille, qui produit aussi Tani, Mao Drama, Laura Domange, Kian Kojandi, enfin, tu vois, des gens engagés, politisés. Et avec la directrice de la Nouvelle Scène, où je joue mon spectacle, qui s'appelle Jessie Varin,
pareil, qui prend que des spectacles féministes depuis longtemps, hein, depuis vraiment longtemps. C'est pas juste à la mode, ça fait longtemps qu'elle défend ça et maintenant elle se fait connaître aussi. Et ensemble, on essaye de réfléchir à des solutions parce qu'on essaye de se battre contre ça. Une des solutions qu'on a trouvées pour le moment, qu'on essaye de mettre en place, c'est une charte qu'à mettre dans les comédie clubs de gestion des agressions, faire des formations quand il y a des agressions, comment réagir et tout, qui existe déjà à Bruxelles, hein, en Belgique, au Kings of Comedy Club, le comédie club de Fanny Ruet. Mais c'est un peu tout, et puis entre nous, on connaît les noms, donc on essaye de se prévenir, de prévenir les comédie clubs où ils jouent, pour dire juste faites attention, laissez pas le mec tout seul, voilà. Mais en fait, c'est un peu tout ce qu'on peut faire, quoi. Ouais. Je suis toujours embêtée du fait qu'en fait, ce soit en partant d'en bas qu'on doit trouver des solutions. Enfin, MeToo, c'est un mouvement qui est quand même en place depuis des années. Enfin, je veux dire, c'est bon, l'alerte est lancée, quoi. En fait, on sait que c'est un problème systémique. Et voilà, pour moi, c'est l'occasion de rappeler quand même que... Je sais pas, je pense à l'association Nous Toutes qui revendique... qui demande un budget de 2,6 milliards de l'État pour dédier à la prévention et à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, et on est dans l'ordre des 180 millions qui sont alloués à ça. Enfin, c'est ridicule en fait, et on se retrouve dans le quotidien à être en fait les personnes qui sont le plus à risque à devoir mettre en place des solutions pour se protéger. Mais en fait, c'est un problème qui est bien au-delà de ce milieu-là, et je pense que ça donne de la force aussi de rappeler que ça concerne tous les milieux de la société, et qu'il y a un moment où faut aligner les gars, quoi. Moi, je sais pas, il y a un truc de... Voilà, parce que sinon, après, il y a vite la culpabilité qui prend le pas, je trouve, quand il y a ce sentiment d'impuissance. Mais en fait, c'est pas la faute des... Parce que je vois souvent dans les commentaires sur internet et tout des gens qui vont être dans le truc de mais si vous avez les noms balancés, mais c'est facile en fait de dire aux gens de risquer leur carrière, et de quand effectivement on se bat pas à armes égales en fait. On se bat pas à armes égales, et c'est pas la responsabilité du citoyen que ce moyen de devoir en fait se défendre face aux discriminations, aux violences systémiques, quoi. Voilà. Je trouve, moi, l'un des trucs que ça m'a fait ressentir, c'est qu'on le voit partout, le MeToo, dans le cinéma notamment. Enfin, je crois que c'était le premier truc qui est sorti, MeToo, c'était cinéma, non ? Oui. Ouais. Et du coup, je le voyais théoriquement un peu partout, mais là, de le vivre dans mon milieu et de voir... Parce que moi, j'avais plein d'espoir, et en fait, j'ai vu des meufs que je pensais engagées, féministes, réagir trop bizarrement. Et du coup, genre, t'apprends aussi que t'as pas le soutien partout. Et ça m'a vraiment... Moi, j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien, parce que déjà, moi, j'ai vécu de la transphobie, des agressions verbales dans le stand-up. Je suis protégée par le fait que je ne sors pas avec des mecs cis-hétéros. Donc, je suis moins en danger, en fait. Mais j'ai des amis qui sont très touchés et tout par ça. Mais j'ai quand même vécu des agressions avant, parce que je suis une personne affable, assignée femme à la naissance. Enfin, c'est un peu le lot, quoi. Et du coup, déjà, t'es dans ce rappel de trauma-là. Ensuite, t'es genre, ok, c'est mon milieu, faut que je prenne parole. On est des humoristes engagés, alors tout d'un coup, on veut notre avis là-dessus, alors qu'on est déjà en train d'essayer de faire notre place. Donc ça m'a rendue très triste. Et puis j'ai l'impression que l'utilisation du MeToo par les médias ou par les mecs, pas mal de mecs humoristes, est en mode, mais non, mais ça, c'est pas vraiment des viols, machin. Enfin, comme si la question, c'était sur la définition, alors que ce que ça montre, c'est qu'il y a plein de strates. Toi, par exemple, moi, mes agressions verbales, je les mets où ? Je fais un MeToo aussi. Enfin, tu vois, il y a plein de strates comme ça, et je trouve que le vocabulaire n'est même pas adapté pour parler de tout ce qui se passe dans le stand-up, parce que c'est énormément de strates, ça se joue à plein d'endroits, et la discussion n'est que sur est-ce que c'est vraiment un viol ou pas. Et t'es là, mais en fait, on s'en fout. Tu vois bien, ça représente juste le système d'oppression qui est en jeu, quoi. Donc, ouais, pour moi, ce mouvement est bien, mais c'est encore frustrant. On est là, on essaie de faire en sorte, en tout cas, chacune et chacun à notre échelle pour que ça bouge. J'ai encore 1000 questions à me poser, il faut qu'on s'arrête. Du coup, j'ai une dernière question. Pour revenir du coup aussi à l'essence même de Femme Yourself, c'est quoi pour vous l'empowerment ? Ah ouais. Voilà, et la transition, aucune en plus. Si, nos genres, voilà. Facile, c'est. Pour moi, c'est avoir des ressources pour se sentir en capacité d'avoir la maîtrise de sa vie.
Oh, la réponse aussi, elle était ok. Hein. Je m'attendais pas à un truc aussi carré, mais ok. J'ai fait études de genre, ça aide un peu. Fait transparaître parfois. Moi, c'est la solidarité, je pense. Je sais pas si c'est le bon truc à dire, mais... Enfin, je me sens trop empowered quand on fait des plateaux à plusieurs queer ou quand il se passe un truc, je suis dans un comedy club, les meufs là qui me regardent pas, bah direct j'appelle Tani, je dis ah trop chiant, et on s'empower, on dit mais tu rappelles-toi cette scène là, hier on a fait notre spectacle, c'était trop bien, avant de monter sur scène on s'appelle, machin. Moi sans la solidarité, c'est trop dur. Et du coup je trouve que c'est ça qui fait que bah, on se soulève. C'est très bizarre comme phrase, hors contexte. Mais là, on s'entraide, Oui. voilà. On se soulève pas comme ça. Il va y avoir des rumeurs sur les orgies du stand-up queer, quoi. On va faire un extrait juste sur ça, on se soulève. C'est ça, on se soulève. Merci beaucoup à tous les deux, franchement, c'était hyper intéressant pour moi de vous entendre, donc merci mille fois. Et d'ailleurs, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés, on vous dit à très vite pour un prochain épisode, et bien évidemment, n'oubliez pas le doigt, je sais pas pourquoi, mais n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Ciao, ciao!